Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Nous sommes le vendredi 8 novembre. Voici tout de suite les titres. Les deux roues sont encore trop mal signalisées sur les routes de la région. Un problème alors que la nuit arrive plus vite en cette période hivernale. La gendarmerie effectue donc des contrôles. Les Bretons brillent sur les océans. Le premier duo engagé sur la Jacques Vabre est arrivé ce vendredi matin. Nous prendrons aussi des nouvelles de Francis Joyon, parti pour 4 records, et des marins de la Brest Atlantique. Nous serons également en duplex dans ce journal avec Didier Daniel, journaliste au Télégramme. Bonjour Didier. Bonjour. Et vous nous ferez un point sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis. Les travaux devraient être finis en 2038. On en parle dans un instant avec vous. 2 arrêtés anti-pesticides validés par la justice ce vendredi. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension de 2 arrêtés pris par les maires de Gennevilliers et Sceaux. Une décision qui va à l'encontre de celle prise pour les maires de Langouette et Plounéour-Ménez. La justice avait annulé les arrêtés anti-pesticides de ces 2 communes bretonnes. Cette nouvelle décision judiciaire pourrait faire jurisprudence et elle encourage les 104 maires qui ont pris une mesure identique à maintenir leur arrêté, comme le maire du Relecq-Kerhuon dans le Finistère, des propos recueillis par Sophie Lecroisier. Inattendu tant sur la forme que sur le fond, parce que traditionnellement le tribunal administratif se positionne et statue sur la forme. Là, il n'y a pas d'illégalité quant à l'arrêté qui a été signé par les communes. Mais il va aussi plus loin, parce qu'il va aussi sur le fond. Et sur le fond, c'est de dire que l'État a une responsabilité, que le ministère ont une responsabilité quelque part sur le flou artistique qui encadre la lutte contre les produits phytosanitaires et que manifestement il y a un danger pour les habitants et pour la planète. J'espère que ce rendu du tribunal administratif va faire jurisprudence. Autre sujet dans l'actualité, 46 accidents corporels impliquant un cycliste se sont produits depuis le début de l'année dans le Finistère. Alors avec l'arrivée de l'automne et un temps d'ensoleillement raccourci, la visibilité des 2 roues doit être maximale. La préfecture mène donc des opérations de prévention et de contrôle. 4 rendez-vous étaient programmés pour rappeler les bons gestes. Sophie Lecroisier a interrogé le commandant d'escadron départemental sur ce sujet. À partir du moment où on se déplace en 2 roues, que ce soit en vélo, en cyclo ou en moto, il faut être visible. Donc il faut avoir un gilet fluo ou alors un vêtement clair, le casque. En moto, bon, c'est évident, en cyclo aussi, mais en vélo, il faut aussi porter le casque. Voilà, c'est du bon sens. La visibilité des 2 roues, c'est la première cause d'accident. Sur l'ensemble des accidents corporels sur le département depuis les 4-5 dernières années, on a un nombre important de cyclistes qui sont concernés, notamment en agglomération. On voit bien une différence de cyclistes concernés entre le hors agglomération et l'agglomération, et on va de 1 pour 6. Donc il est important aujourd'hui qu'il y ait un usage adapté des cyclistes sur les voies de circulation et que les gens, puisque c'est un moyen de déplacement qui se développe également, aient un comportement adapté par rapport aux risques auxquels ils sont confrontés. Belle prouesse des marins bretons en ce moment sur les océans. Le duo Gilles Lamiré et Antoine Carpentier remporte la 14e édition de la Transat Jacques Vabre qui relie Le Havre à Salvador de Bahia. À bord de leur Multi 50, ils sont arrivés ce vendredi à 5h49 heure française après 11 jours de mer. Belle victoire également de Francis Joyon qui se battait contre son propre record. À bord de son maxi trimaran, Idec, le vainqueur de la route du Rhum, a relié en solitaire Port-Louis dans le Morbihan à Port-Louis sur l'île Maurice en 19 jours, 18h et 14 minutes. Un temps amélioré de 6 jours. Et puis sur la Brest Atlantique, c'est le duo Franck Camas, Charles Caudrelier sur le maxi trimaran, Edmond de Rothschild qui a pris la tête juste devant Massif, Sodebo et actuel leader. Voilà pour les nouvelles de nos marins bretons engagés en ce moment dans des courses au large. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. C'est l'événement sportif du week-end à la Pointe de Bretagne. Ce samedi à 17h30, le Stade brestois reçoit le PSG et sa pléiade de stars en Ligue 1 de football. Dans un stade à guichet fermé, toutes les places disponibles ont été vendues en 3 minutes. Le dernier match de championnat entre les 2 clubs en 2012 s'était soldé par un sévère 0-3. Cette année, réponse vers 19h30. Situation de crise pour le commerce au centre-ville de Morlaix. Sur 386 emplacements recensés dans les principales rues, 99 sont vides. Une situation que les professionnels mettent sur le compte du stationnement, des inondations à répétition et des loyers trop élevés, tandis que les clients, eux, avancent des horaires d'ouverture inadaptés. Dossier complet à retrouver sur letélégramme.fr.
Hommage à un enfant du pays, lundi prochain 11 novembre à Plomeur dans le Morbihan. Le nom de Cédric de Pierrepont, commando marine originaire de la commune, et tué le 10 mai dernier au Burkina Faso, sera gravé en lettres d'or sur le monument aux morts, aux côtés des 417 autres soldats plomeurois morts pour la France. Cédric de Pierrepont avait été inhumé à l'Armor-Plage le 15 mai, en présence de 2500 personnes. Objectif, devenir un établissement 100% sans tabac d'ici 3 ans. L'hôpital Morvan de Brest vient de lancer sa nouvelle campagne anti-tabac et ses ambitions sont élevées. Dans un premier temps, il n'y a plus que 5 cendriers très visibles dans toute l'enceinte. Ils sont appelés à disparaître d'ici 2022. L'hôpital rappelle qu'il s'agit là d'une obligation légale puisqu'il accueille des enfants et que le Finistère est le département breton où l'on enregistre le plus de cancers mortels du poumon. Une entreprise de Pordic dans les Côtes-d'Armor primée au concours Lépine, la société Mise en Boîte, spécialisée dans les emballages en carton, a été distinguée pour son emballage intelligent sur lequel un QR code permet de tracer le produit acheté, son origine, sa composition, etc. et même d'entrer en contact avec les producteurs des différents ingrédients. Mise en Boîte emploie 7 salariés pour un chiffre d'affaires 2018 de 750 000 €. Je l'évoquais en titre, nous ouvrons à présent une page dans ce journal sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis. Et pour en parler, nous retrouvons sur ce dossier Didier Desniel. Alors Didier, dites-nous où en est la déconstruction de la centrale. Alors, pour l'instant, les travaux de déconstruction à proprement parler sont en stand-by. Le EDF attend en fait le feu vert du ministère et de l'autorité nucléaire pour poursuivre ces travaux. Le décret qui lui autorisera à le faire devrait être pris d'ici 2 ans. Pour autant, l'activité n'est pas arrêtée sur le site où des ingénieurs et des techniciens se préparent à cette nouvelle phase. Elle concerne le cœur de la centrale, à savoir l'enceinte de confinement de 56 mètres de haut et l'ancien réacteur qui ne contient plus de combustible depuis 1985, date à laquelle la centrale a cessé de produire de l'électricité. Alors combien de temps va durer cette ultime phase de déconstruction ? Elle sera longue, au bas mot, 17 ans, ce qui veut dire que le démantèlement sera effectif après 2038, soit 53 ans après l'arrêt d'exploitation. Ce sont des robots qui seront chargés de casser et de broyer les matières les plus dangereuses et les plus radioactives. Pour ce faire, 2 portes blindées vont être percées dans la structure pour permettre aux engins d'y travailler et ils seront guidés à distance à partir d'une plateforme qui sera spécialement aménagée. Alors pourquoi cette lenteur sur ce sujet ? Parce que Brennilis qui a été mise en fonctionnement en 1966 est un prototype. À cette époque, l'État avait fait le choix de la technique de l'eau lourde pour quelques années plus tard s'orienter vers l'eau pressurisée. Cette centrale est la seule au monde de ce type. Les ingénieurs chargés de sa déconstruction sont donc obligés d'imaginer des techniques et des technologies à utiliser. Ils ne bénéficient de presque aucun retour d'expérience d'un autre site. En comparaison, il ne faut qu'une dizaine d'années pour qu'un réacteur à eau pressurisée soit déconstruit. 8 sont actuellement en cours de déconstruction en France. Et puis c'est toujours le dossier fâcheux, Didier. Combien vont coûter ces travaux ? Est-ce que l'on sait ? Ah non, EDF ne donne aucun détail sur ces opérations de Brennilis, mais informe qu'une somme globale de 3,4 milliards d'euros a été provisionnée pour détruire les 9 réacteurs français, dont celui de Brennilis. Le seul chiffre dont on dispose date de 2005. Il a été émis par la Cour des comptes, qui parlait alors de 85 millions d'euros pour Brennilis. Une enveloppe qui, sans nul doute, a été revue considérablement à la hausse. Merci beaucoup, en tout cas, Didier, pour ces explications. Un dossier donc, que l'on va suivre pendant de nombreuses années. Et votre dossier sur ce sujet à retrouver dans le Télégramme de ce dimanche. Autre dossier dans ce journal, qui sont les militants d'Extinction Rébellion. Ce mouvement écologiste qui prône la désobéissance civile s'est développé dans le monde entier. Début octobre, les militants ont bloqué pendant plusieurs jours la place du Châtelet à Paris. En Bretagne, des groupes sont en train de se constituer. Nous avons rencontré des militants à Morlaix. Extinction Rébellion a été créé au Royaume-Uni en 2018. Le mouvement de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le réchauffement climatique se veut mondial. Dernier fait d'armes, le blocage de la place du Châtelet à Paris pendant plusieurs jours début octobre. Parmi les militants présents à Paris, des Bretons. Ce soir-là à Morlaix, ils reviennent sur cette action et découvrent les codes d'un groupe qui se présente sans leader. Quand tu es d'accord, tu fais ça. Quand tu as une réponse directe, tu fais comme ça vers la personne pour pouvoir prendre la parole directement.
Avant Extinction Rébellion, je n'ai pas milité forcément. J'ai fait des manifestations, etc., mais jamais de manière très active. Ça fait 30 ans, même plus, qu'on fait des marches contre le climat, enfin pour le climat. Ça fait qu'on fait des pétitions, qu'on fait plein de choses. Donc voilà, Extinction Rébellion va proposer d'apporter une prise de conscience autre par le biais de la désobéissance civile, toujours non violent. Dans ma vie quotidienne, j'avais une manière d'être qui me semblait écologique. Je me rendais compte que c'est pas avec des petits gestes, chacun dans son coin, qu'on peut agir. L'idée de désobéir me convient. Et l'idée de la non-violence aussi me convient et je n'avais pas forcément avant l'idée qu'on pouvait faire les deux en même temps en fait. Un mouvement considéré par certains politiques comme violent et extrémiste, eux parlent de désobéissance civile. Yvain était à Paris avec son nez rouge pour jouer le rôle de clown. Apporter une légèreté, une joie et aussi faire de la médiation. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont de passage. Donc leur expliquer un peu c'est quoi ce mouvement et puis de les approcher d'une manière différente. En septembre, les militants ont occupé la place de Bretagne à Rennes pendant 11 heures et ils prévoient d'autres actions dans la région. Malheureusement, trouver une prochaine action, c'est pas ça qui va être le plus compliqué pour aucun groupe de Bretagne et d'ailleurs en fait. En Bretagne, une dizaine de groupes ont été créés. Les militants de Morlaix et Brest annoncent des réunions d'information ce vendredi 8 novembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h. Belle soirée, bon week-end.